Chers amis internautes, vous savez peut-être, comme moi, si vous êtes bon public, que dans un bon scénario, il y a souvent des personnages virtuels, des concepts. Ce que dans les scénarios Hitchcockiens, on appelle le MacGuffin, c'est ce qui sert de prétexte au déroulement de l'histoire. Et nous avons beaucoup évoqué sur ce plateau, dans le contexte de la Web TV du FIC 2014, les hommes, les technologies, leurs apports, l'éthique, toute vision complémentaire est nécessaire. Et il y a de temps en temps un personnage virtuel comme ça, qui est un vrai personnage à part entière, parce que c'est une sorte de MacGuffin médiatique, un marronnier autrement dit. C'est les attaques, les DDoS, les attaques par déni de service. Alors ça, c'est la star absolue en 2013 de tout ce qu'on peut dire sur la cybersécurité. C'est une sorte d'emblème du sujet. C'est ce qui revient le plus souvent et c'est pas pour rien. Hein. Alors, je remercie d'abord Fabrice Clerc, entrepreneur, président, CEO donc de Sixcure, hein, c'est comme ça qu'on... Ça, on dit Secure. Secure, bon, on peut l'américaniser. Oui, tout à fait. Apparemment, c'est prévu pour. Alors, merci parce que vous êtes venu ici pour commencer à dépoussiérer, parce qu'il va bien falloir s'y mettre, ce concept de DDoS. On en parle beaucoup, c'est un personnage central, mais il y a toutes sortes de préjugés, de fausses évidences qui sont énoncées quand il est question de ce sujet-là. Alors, est-il vrai notamment que pour lutter contre les attaques DDoS, il suffit d'un bon firewall ? Eh bien écoutez, non, ça ne suffit pas. Ce n'est probablement ni nécessaire ni suffisant. Il est vrai qu'un firewall est utile par ailleurs pour lutter, pour contribuer à la sécurité globale des systèmes d'information. En l'occurrence pour lutter contre les attaques de type déni de service ou déni de service distribué, qui s'appuient en fait sur des trames légitimes. Ce type de dispositif n'est pas utile. Puisqu'en fait, ces dispositifs sont littéralement pris à contre-pied par ces attaques qui obéissent à une logique, à une philosophie différente. Et d'ailleurs, ces attaques, puisqu'elles ont une philosophie évolutive et variée selon les contextes, est-ce qu'elles évoluent? Est-ce qu'elles gagnent en puissance et en fréquence selon vous? Et selon votre observation, bien sûr. Alors, selon notre observation, ces attaques gagnent effectivement en puissance, puisqu'on a vu au cours de l'année 2013 un certain nombre d'attaques qui ont été très médiatisées, avec des volumétries très importantes. On parlait de centaines de gigabits par seconde. Ces attaques gagnent également en fréquence et se démocratisent, si j'ose dire, dans la mesure où elles visent des organisations toujours plus nombreuses et toujours plus diverses. Mais surtout, elles gagnent aussi en diversité, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Alors justement, une des questions pour adresser une bonne fois pour toutes un certain nombre de préjugés, et notamment le préjugé idéologique. On a tendance à présenter ces attaques comme étant le fruit de motivations idéologiques. Est-ce que c'est vrai ça déjà? Alors, je dirais que c'est vrai historiquement. Ce sont des attaques qui existent aussi depuis de très nombreuses années. Le principe existe depuis très longtemps, même si ça a été remis à la mode, remis au goût du jour en 2013. Et historiquement, c'était des attaques qui étaient effectivement plutôt réalisées par des activistes, donc des gens qui ciblaient des organisations emblématiques pour protester en ligne en quelque sorte. Alors auquel cas, si ce n'est pas idéologique, c'est commercial? Ça devient beaucoup plus commercial depuis quelques temps. Parce que là, on lâche une bombe. Si on commence un jour à être en mesure de démontrer qu'une marque attaque une autre marque, ou se débrouille pour peut-être favoriser, par toutes sortes de mécanismes d'influence, l'attaque de son concurrent, alors là, on est dans une toute autre problématique. On est tout à fait dans une toute autre problématique. Je ne m'aventurerai pas sur le terrain de savoir si une marque peut commanditer explicitement une attaque de ce genre, mais en tout cas, c'est un scénario qui est plausible. Et il est vrai que ce genre d'attaque, dans la mesure où il touche au chantage à la disponibilité des données ou des systèmes d'information, peut potentiellement rapporter énormément d'argent aux auteurs de ce type d'attaque. Alors ce que le commun des mortels pense aussi savoir des DOS, c'est qu'elles reposent uniquement sur des stratégies massives d'envoi d'énormes quantités de données. Est-ce que c'est toujours vrai? Eh bien, c'est plutôt faux. Je dirais même que c'est plutôt archi faux. Alors là aussi, nous bousculons une idée reçue. Ces attaques-là continuent à exister et continuent à être efficaces face à des systèmes d'information qui ne sont pas protégés. Mais ce sont aussi les attaques qui sont probablement les plus faciles à neutraliser. Par contre, elles ne représentent que la partie émergée de l'iceberg, puisqu'il existe de nombreuses autres stratégies qui permettent d'obtenir un déni de service sur un système d'information ciblé. Des attaques qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus discrètes. On peut parler de saturation lente par exemple,
à tel point que ces nouveaux types d'attaques échappent généralement à la vigilance des systèmes anti-DDoS qui sont positionnés sur l'arborescence Internet par exemple. Alors, autre préjugé, d'ailleurs corroboré par, indirectement par la présence d'Orange sur ce plateau précédemment. Donc, autre préjugé disais-je, la protection contre ces attaques concerne essentiellement les opérateurs télécoms. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est un préjugé ? Alors, c'est un préjugé parce qu'il est certainement important que les opérateurs télécoms disposent eux-mêmes d'une solution de protection au niveau de leurs infrastructures principales, de manière je dirais, à éliminer le premier niveau d'attaque de ce genre, et en particulier les attaques volumétriques. Par contre, comme je vous disais précédemment, il existe de nombreuses autres attaques beaucoup plus subtiles et qui passent typiquement à travers les mailles du filet d'un opérateur. Et donc dans ce cas de figure, il est très important pour les entreprises et les organisations de disposer au moins d'un système complémentaire à un niveau plus bas dans l'arborescence, de manière à compléter le dispositif et à, le cas échéant, neutraliser les attaques qui seraient passées à travers les mailles du filet du premier niveau de protection. Alors, on a l'impression que le DDoS, ce type d'attaque, c'est par excellence l'attaque ciblée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la réalité du ciblage ? Est-ce que les cybercriminels ciblent volontairement, précisément, des entreprises, des organismes ? Ou est-ce que, là aussi, vous avez quelque chose à nous expliquer ? Alors, je pense qu'en termes de ciblage, les cybercriminels agissent en connaissance de cause. Donc, ils vont perpétrer une attaque vers une cible qu'ils ont choisie. Par contre, il est très probable qu'une organisation qui n'a pas été ciblée explicitement par un cybercriminel puisse subir des dommages liés à ce type d'attaque pour des raisons très simples. Imaginez par exemple une entreprise qui est co-hébergée chez un hébergeur qui offre lui-même ses services d'hébergement à une entreprise ciblée. Eh bien, la première entreprise, je dirais au titre des dommages collatéraux, pourra très bien voir son activité impactée, tout simplement parce que l'attaque va paralyser, au-delà de la cible choisie par le pirate, peut-être tout ou partie de l'infrastructure de l'hébergeur. Alors à propos d'infrastructure, c'est une parfaite transition. Est-ce que la réponse appropriée, c'est d'élargir mon débit et donc d'être en mesure, par la taille de mon tuyau, d'absorber ces attaques? Est-ce que ça, c'est une réponse? Bah écoutez, c'est une possibilité, mais là, je dirais c'est à la fois vrai et faux. C'est un petit peu la course à l'armement. Donc au fur et à mesure que les attaques gagnent en puissance, on imagine qu'il faut gagner en défense de la même manière. Et c'est sans doute pas la meilleure façon de répondre. On a un autre éclairage qui est possible, c'est de considérer qu'à partir du moment où vous disposez d'une connexion de plus haut débit, si l'attaque parvient jusqu'à votre système d'information, potentiellement c'est une attaque de plus grande ampleur. Donc de ce point de vue-là, on peut très bien imaginer que l'effet est plutôt négatif. Et puis surtout, à partir du moment où tout le monde dispose du haut débit, voire du très haut débit, eh bien, on peut imaginer également que si ces utilisateurs sont enrôlés dans des botnets dédiés à des attaques, cela favorise l'émergence d'attaques encore plus puissantes potentiellement. Alors, on est bien d'accord que finalement, en filigrane depuis tout à l'heure, on est bien en train d'aborder le thème de votre expertise. Aussi, oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes vous-même victime de préjugés, notamment au coût de votre savoir-faire ? Alors effectivement, on lutte contre ça. Un des préjugés forts que l'on rencontre aujourd'hui, consiste à dire qu'une solution anti-DDoS est forcément une solution chère. Et là aussi, il y a une part de vrai, mais il y a aussi une grande part de faux. Et en particulier, autant les solutions massives qui sont déployées au niveau d'un opérateur, telles qu'on les a évoquées précédemment, peuvent être des solutions relativement coûteuses, autant une solution plus agile qui va agir au niveau d'une entreprise de manière complémentaire ou alternative à ces premières solutions est tout à fait abordable. Dans le premier cas, on parle de licences qui peuvent coûter potentiellement des centaines de milliers d'euros. Dans le second cas, on peut travailler sur des environnements qui ont des besoins modestes de protection dans ce domaine, en termes de débit, de débit protégé, j'entends. On parle d'abonnements de quelques dizaines d'euros mensuels. Donc on n'est plus du tout sur le même ordre de grandeur. Et sinon, alors dernière question, simplement pour ma culture personnelle, et peut-être que ça intéressera ceux qui nous écoutent. Sur la provenance des DDoS,
Est-ce qu'on a une idée plus ou moins précise? Est-ce que ça vient plutôt de la Chine, des USA, des pays de l'Est? Alors là aussi, c'est une belle tarte à la crème, cette question-là. Il n'existe pas une blacklist de pays si, principaux émetteurs? Si, et il est vrai que la démarche qui consiste à attribuer un niveau de réputation à tel ou tel pays peut avoir du sens pour renforcer certains dispositifs. Le seul problème, c'est la question de la métrique. Autrement dit, comment est-ce qu'on définit la métrique selon laquelle on va mesurer qu'un pays est plus ou moins nocif au regard de l'origine de ce type d'attaque. Et nous-mêmes, nous exploitons des données grâce à des solutions qui sont positionnées chez un certain nombre de clients. Et nous avons défini de nouvelles métriques pour, définir des statistiques sous un angle un petit peu différent. Et là, c'est un petit peu la grande surprise. On s'aperçoit que les préjugés qui consistent par exemple à dire que la majorité des attaques viennent soit de Chine, soit des USA, et que la France est aussi relativement un mauvais élève dans ce domaine, ça, ce sont des idées reçues. La grande surprise que nous constatons actuellement, c'est que la majorité des attaques viennent plutôt des pays émergents, des BRICS par exemple. Voilà, alors il faudrait rentrer un petit peu plus dans le détail pour expliciter tout cela, mais nous allons très prochainement publier un rapport d'activité qui va préciser tous ces éléments. Et le fait de comprendre mieux, d'affiner la compréhension en tout cas de la provenance, Oui. Est-ce que ça a un impact sur votre expertise et sur le niveau de qualité de votre offre? Est-ce que ça fait partie de votre offre? Alors, tout à fait, ça a un impact dans la mesure où, à partir du moment où on sait déterminer quels sont les pays les plus dangereux et pourquoi ces pays-là sont plus porteurs de menaces, on peut adapter les contre-mesures. Donc on peut plus facilement neutraliser un certain nombre d'attaques qui proviennent de telle ou telle région du globe. Eh bien merci pour l'extrême précision des informations que vous avez Merci à partagées vous. avec nous. Et j'espère que vous prêterez à l'exercice des questions-réponses, puisque parmi nos amis internautes, il y en a certains qui parfois n'hésitent pas à challenger nos invités pour essayer d'en savoir plus. Ce sera pas peut-être de l'occasion de souci. vous réinviter. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez pas, comme j'ai coutume de le dire, cette Web TV, c'est la vôtre et c'est vous qui allez écrire les prochains sujets. Merci, à bientôt.